Véronique Meulière. J'ai l'honneur d'animer ce 4e webinaire de Primum non nocere, que je remercie pour cette invitation. Merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui. Je pense que nous sommes une quinzaine de personnes connectées. Alors, je dirige cette agence, donc BVM Communication, qui est une agence de communication globale dédiée au secteur de la santé et aux solutions apportées par une politique de développement durable. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec tous les chaînons, tous les maillons de la chaîne du soin, c'est-à-dire des associations de patients, des organisations de médecins, d'infirmières, des établissements hospitaliers, des industriels. Et enfin, nous sommes l'agence de communication partenaire de Primum non nocere et du Comité pour le développement durable en santé, le C2DS. Alors, d'ordinaire, nous développons ce sujet de la gestion de crise en communication, je le précise bien, sur une demi-journée, voire une journée, et nous intégrons des cas concrets, des ateliers. Donc, l'exercice d'aujourd'hui est un peu difficile, bien évidemment, parce qu'il va falloir resserrer son propos et survoler quand même un certain nombre de points en 20 minutes. Donc, je vous le rappelle, ensuite, nous gardons 10 minutes pour un jeu de questions-réponses, si vous le voulez bien. Alors, le moment est bien tombé, si j'ose dire, puisque nous sortons d'une crise, et j'allais dire quelle crise, hein, puisqu'elle est absolument inédite, hein, la crise épidémique que l'on vient de traverser, et que personne dans le monde n'y était préparé. Alors, 2 enjeux se sont présentés durant cette crise. Tout d'abord, comment assurer la continuité des soins. Je pense là à la dialyse, à la cancérologie, à la maternité, bien évidemment à la vie quotidienne dans les EHPAD. Et puis par ailleurs, comment assurer les soins tout simplement, ou tout court si j'ose dire, aux patients atteints du Covid. Alors, cette crise, en termes de communication du Covid, elle avait un aspect tout particulier. C'est que, contrairement à toutes les crises, elle n'est pas venue entacher la notoriété des organisations. Elle n'est pas venue nuire à l'image des organisations. Et c'est d'ailleurs tout l'inverse qui s'est produit, puisque cette crise a transformé les professionnels de santé en véritables héros. Ils ont été applaudis tous les soirs à 20h, et que cette crise a transformé les établissements en des lieux, je dirais, sacrés, où des centaines de vies ont été sauvées et des milliers de vies ont été préservées dans les EHPAD. Alors, je soulignerai toutefois qu'il en a été autrement, malgré tout, pour quelques EHPAD, pour lesquels nous avons pu douter de la capacité à assurer la qualité et la sécurité de la vie des résidents. Et dans cette situation, d'ailleurs, même si les salariés et la direction étaient les premières victimes de cette situation, la notoriété de l'organisation a pu être entachée. Alors, comment communément définit-on une crise ? Alors, ce n'est pas un mot valise, ce n'est pas un mot fourre-tout, ça correspond à une définition bien précise autour de trois éléments. C'est un événement, tout d'abord, qui est défavorable. Il est ensuite inattendu. Alors, inattendu, par exemple, une épidémie de grippe, elle est attendue. Donc là, on est dans un mode process, on n'est pas dans un mode de crise. Cet événement est improbable, il est exceptionnel, bien évidemment, et il va venir percuter l'organisation avec souvent des nouveaux interlocuteurs qu'on n'a pas forcément identifiés. Alors, il faut préciser aussi que cet événement se déroule dans un temps qui est accéléré, où tout va très vite. Et ensuite, quand on retrouve cette maîtrise du temps, on se retrouve à nouveau dans un mode de process et on sort du mode de la crise proprement dit. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que des interlocuteurs externes deviennent les maîtres du jeu, la communication vous échappe et l'émotion prend le pas sur la raison. Alors, on a usage de catégoriser les crises en 5 familles, on va dire. La première, donc, ce sont des crises générées par un événement climatique. Alors, un établissement sanitaire et médico-social, évidemment, n'échappe pas à son environnement, donc à des séquences de froid intense, de canicules, d'inondations. Il se trouve que les épisodes climatiques extrêmes occupent une place prépondérante dans les médias et dans les réseaux sociaux, qui s'alimentent mutuellement.
Et donc, il faut aussi savoir que les médias online se calent en temps réel, bien évidemment, sur les sujets qui sont concernants pour l'opinion publique, et les sujets de météo le sont particulièrement. Alors, les journalistes, dans ce contexte, cherchent des nouveaux angles. Donc, il faut remplir les journaux, il faut remplir les sites Internet. Et les secteurs de la santé peuvent être sollicités, par exemple sur comment se passe le flux aux urgences, quel est l'impact sur les patients fragiles, etc. Ou parce que l'établissement peut être lui-même impacté par cette séquence climatique extrême. Alors on se retrouve dans on fait face à deux situations. Des journalistes viennent vous voir pour chercher de la réassurance, et ils vont donc informer à leur tour sur la bonne continuité de l'activité de soins. Mais d'autres vont peut-être venir pointer des dysfonctionnements. Et là, évidemment, la gestion en communication deviendra plus difficile. Alors, la deuxième famille est ce qu'on appelle la cybersécurité. Évidemment, les organisations de santé sont une cible de choix. Récemment, le CHU de Rouen, les hôpitaux privés de Ramsay Santé ont été victimes de ces types d'attaques cyber. La troisième famille, ce sont les risques externes. C'est par exemple, la France est bloquée par des grèves, ou encore il y a de ça quelques mois par les Gilets jaunes. Et cela a bien évidemment des répercussions sur le quotidien des organisations. Les patients, les salariés ne peuvent pas se déplacer de façon habituelle, et donc ça rend évidemment la vie quotidienne plus difficile. Mais aussi, il y a un risque de propagation en interne de cette crise externe. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des tentatives syndicales, ou celles de Gilets jaunes, pourquoi pas, des tentatives d'embarquer largement des salariés ou des citoyens dans leur action. La quatrième famille est donc reliée aux risques internes. Ils sont d'ordre social. C'est tout simplement une grève des salariés pour des raisons salariales, mais aussi pour des raisons, par exemple, liées à la qualité de vie au travail ou à la sécurité. Et je peux vous garantir que c'est ce à quoi nous allons assister dans cette séquence post-Covid qui vient de s'ouvrir, puisqu'il y a déjà des menaces de grève, des grèves et des plaintes de salariés contre leur direction qui n'a pas su les protéger. Enfin, les risques métiers. Alors en santé, ils sont nombreux, bien évidemment, vous les connaissez, des erreurs médicales, un décès, une intoxication alimentaire, des défaillances techniques. Et puis enfin, un sixième risque qui vient d'apparaître, c'est bien évidemment le risque épidémique, et je peux vous assurer que c'est un risque que quasiment aucune organisation n'avait intégré dans leur plan. Alors, c'est quand même intéressant de s'interroger, donc outre cette crise épidémique que l'on vient de traverser, d'une manière générale, pourquoi on assiste à une multiplication des crises. Alors, c'est un faisceau d'éléments, bien évidemment. Tout d'abord, la complexité technologique qui rend nos organisations plus fragiles. On le voit avec le digital et la cybercriminalité. Le principe de précaution, qui est un principe évidemment essentiel dans le champ de la santé, qui accroît l'exigence d'une qualité totale. L'attente est très élevée. On prend tellement de précautions que le résultat doit être parfait et il devient intolérable s'il ne l'est pas. Enfin, ensuite, la multiplication des normes, qui accroît les risques de transgression par les organisations. Puis la confiance envers les entreprises, qui évidemment se réduit. Et on vient de voir avec le Covid la confiance envers les pouvoirs publics et envers l'État qui se réduit. Ce que l'on voyait, c'est qu'en effet, la parole officielle était challengée. La parole d'une personne qui s'improvisait infectiologue pouvait peser davantage que la parole du Premier ministre, par exemple. On peut noter aussi que les médias et Internet, évidemment, renforcent les dynamiques de crise. On assiste à un emballement. La toile réagit à la publication d'un article. À l'inverse, des journalistes vont se nourrir sur le web. Il faut savoir qu'un journaliste d'investigation peut suivre plusieurs centaines de comptes Twitter. En tout cas, pour tous, médias et réseaux sociaux, la locomotive, c'est l'audience. Et l'audience, elle apprécie les sujets clivants et les sujets extraordinaires. On peut noter aussi qu'une société de spectacle se développe. On se met en scène, on crée de la narration, on produit du récit, on produit de l'émotion, on fait des selfies, on réalise des vidéos qui se partagent mieux d'ailleurs que les textes sur la toile. On sait que près de 60% de la population française consulte plusieurs vidéos par jour. Et puis enfin, je dirais que l'individu aujourd'hui s'affirme comme une valeur. C'est un peu « je m'ennuie, je manque de reconnaissance, je produis du bad buzz ».
je rebondis sur une actualité parce que j'ai ma propre lecture de cet événement. Donc tout cela fabrique du débat, fabrique du bruit sur les réseaux sociaux et fabrique du clivage. Alors on peut noter que les activistes augmentent, mais aussi les solutionnistes sont de plus en plus nombreux. Et s'ajoute l'écart finalement sur les réseaux sociaux entre ce qu'un individu détient et ce qu'il est en droit de détenir. Et il est alors, on le comprend bien, impossible de contenter tout le monde. On a aujourd'hui le sentiment sur les réseaux sociaux qu'il faut choisir son camp. Et dans la complexité de la santé, cette approche binaire, bien évidemment, ne va pas nous aider en gestion de crise, en communication. Alors, il faut anticiper. Et il faut mettre en place des stratégies d'anticipation. Alors, il est nécessaire d'une manière générale pour toute organisation de disposer d'un SWOT. C'est vraiment une cartographie des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Ça vaut en tout temps, si j'ose dire. Et en particulier en anticipation d'une gestion de crise, de cartographier les risques inhérents d'un point de vue de la communication. Donc, je citerai par exemple la réapparition possible de dossiers contentieux, des événements indésirables en nombre élevé, des tensions sociales récurrentes. Voilà, ce sont ces risques-là qu'il est utile de cartographier parce qu'elles peuvent être autant de sources de crise. Il faut également cartographier ces parties prenantes, donc les associations d'usagers, le représentant des usagers, le RU, les organisations de médecins, la mairie, etc. Parce que ces parties prenantes, en fait, elles émettent des informations sur l'organisation. Et il est intéressant, durant la crise, de rechercher des intérêts croisés avec ces parties prenantes, car lorsque votre voix n'est pas audible ou n'est plus audible, la leur peut l'être. Et puis, il faut former des ambassadeurs, ce que j'appelle les ambassadeurs au sein de l'entreprise, en priorité les salariés, mais évidemment, les médecins, etc. De façon à ce qu'en temps de crise, vous ne soyez pas seul. Bref, en routine, il faut construire un capital de confiance. Parce que la bonne foi ne suffit pas, il faut des process et de la stratégie. Alors, il faut mesurer la crise, parce que selon la gravité de la crise, évidemment, les réponses seront proportionnées. Il faut identifier l'origine de l'alerte de la crise. L'information est-elle sortie depuis une source interne, externe? Si elle est externe, évidemment, vous maîtrisez moins encore la situation. Quelles sont les éventuelles raisons sous-jacentes de cette crise? Quel est son périmètre? Est-ce que c'est sur un service, tout l'établissement qui est déjà informé, en interne, en externe? Comment circule l'information? Il est important de connaître les canaux qui sont utilisés pour pouvoir agir ensuite de façon efficace. Il faut mesurer aussi les risques d'extension de cette crise. Un service peut en contaminer un autre, un sujet peut en appeler un autre. Par exemple, un problème technique peut devenir un problème social. Et il faut proportionner sa mobilisation. Pour cela, rassembler tous les éléments dont on dispose, réunir les acteurs en interne qui sont liés à l'événement, établir une chronologie des faits, et surtout la réactualiser en temps réel, alerter les instances, l'ARS, la préfecture, etc., activer une veille média et un monitoring online, revenir à la cartographie de ces parties prenantes, parce que pour pouvoir identifier dans ces parties prenantes ceux qu'on pourrait appeler les aidants, mais aussi les opposants, les neutres, les mouvants. Et puis enfin, il faut rédiger un communiqué de presse qui oblige, c'est un exercice qui oblige à fixer ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire comment on va verbaliser une réponse. Alors ce communiqué de presse, il n'y a pas de nécessité à le publier, mais il est prêt. Alors peut-être un mot sur une cellule de crise, on en a beaucoup évidemment entendu parler dans les médias ces derniers temps. Elle est composée du directeur, bien évidemment de l'établissement, un coordonnateur médical, on est dans la santé, le DRH de l'établissement, et puis un coordonnateur de la communication. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est un très petit groupe de personnes qui doivent être décisionnaires. Évidemment, cette cellule est au centre du dispositif, elle concentre toutes les informations, elle est informée en temps réel, elle décide, elle arbitre, elle tranche, elle commande. Très rapidement, un porte-parole doit être identifié, bien évidemment. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une communication multicanaux. Comment interagir donc avec ces publics multiformes, qu'ils soient en interne, donc avec les salariés et les médecins par exemple, et en externe avec les médias et le grand public. Alors, nous sommes dans un monde, vous le savez, hyper communicant et hyper connecté. Alors, avant
L'information était descendante. Aujourd'hui, vous êtes tous des producteurs d'informations dès que vous publiez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc les médias, les influenceurs aujourd'hui ne font plus qu'un et les publics sont nombreux, ils sont très morcelés, ce qui nous complique évidemment beaucoup la tâche. Alors la communication interne, c'est souvent le parent pauvre en termes de communication. Pourtant, elle est essentielle. Les salariés doivent être informés avant les médias et les réseaux sociaux. Ce sont les ambassadeurs de l'entreprise, on le voyait tout à l'heure. Ce sont des démultiplicateurs de messages, ils vont vous être extrêmement utiles. Il faut noter qu'ils ont une forte crédibilité. Ce sont aussi des émetteurs d'informations sur les réseaux sociaux et ils peuvent être des interlocuteurs des journalistes. En ce qui concerne la communication externe, bien évidemment, les médias et les réseaux sociaux, pour les médias et les réseaux sociaux, une crise est un véritable produit d'appel. Voilà. Donc, on l'a vu évidemment durant le Covid, la presse peut construire autant l'événement qu'elle l'amplifie. Donc ça, c'est notamment par exemple BFM, pour ne citer que ce média. Dans cette situation-là, bien évidemment, il est très aidant de connaître les journalistes, mais cela sous-entend d'avoir développé en routine au préalable des relations presse avec des journalistes et d'avoir créé ce climat de confiance. Et donc, dans une situation de crise, bien évidemment, les messages que vous diffuserez auprès de ces journalistes seront mieux pris en considération. Il est aussi utile, j'allais dire même impératif, de connaître les heures de bouclage de la presse, afin de ne pas diffuser un communiqué de presse après le bulletin d'information sur une radio ou sur une télévision, ou après le bouclage de votre quotidien local, par exemple. Mais surtout, en gestion de crise, en communication, ne jamais refuser de répondre à une demande de journaliste. Sinon, au risque de lire la phrase que vous avez lue et entendue de multiples fois, la rédaction a contacté la direction qui n'a pas souhaité s'exprimer. Donc, dans ce cas-là, comment réagit l'opinion publique? Elle soupçonne tout simplement l'organisation de cacher quelque chose. Donc, il faut parler à tous les journalistes, mais peu et de façon maîtrisée. Et j'ajoute qu'en gestion de crise, il n'y a pas de off avec la presse. Durant cette crise, c'était pour ma part une situation totalement inédite, un immense luxe de refuser des demandes de reportage de radio-télévision nationale, après lesquelles on court toute l'année, et d'entendre le journaliste qui me réponde « Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, nous comprenons tout à fait, etc. » Donc ça, c'est évidemment totalement inédit. Une interview doit, dans tous les cas, se préparer. Première chose à faire, lister les questions pièges et bien évidemment préparer les réponses. Et ensuite être clair et très concis dans ses propos. Alors sur les réseaux sociaux, ce que vous savez mais que je vous rappelle, nous laissons tous une empreinte. Nous avons tous une trace numérique. Si je tape votre nom, le nom de votre entreprise et que Google ne me sort rien, vous allez me faire peur. Donc, évidemment, les réseaux sociaux sont une mine d'or pour les journalistes. Ce qu'il faut savoir, et que vous constatez, je pense, quotidiennement, c'est que la photo ou la vidéo qui serait publiée est la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce qui est montré sur un réseau social devient la réalité. Et donc, ça crée évidemment une illusion de la réalité sur laquelle nous n'avons ensuite jamais la main. Et pire, j'allais dire que ces photos ou vidéos posent une réalité sur laquelle, qui devient la base sur laquelle donc ça, évidemment, ça biaise énormément ensuite la communication qui pourra suivre et crée de grandes difficultés. Les réseaux sociaux sont un lieu de production. Donc, alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on s'exprime pour être pour quand on est pour ou quand on est contre. Mais on ne s'exprime pas quand on est neutre. Donc, en fait, j'allais dire, mécaniquement, on assiste à une logique binaire, et donc une logique clivante qui s'impose sur les réseaux sociaux. Les gens heureux, par exemple, ne s'expriment pas, mais seuls les mécontents. Voilà. Donc, d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont la voie de l'irrationalité. Donc, ce qui s'installe, c'est en effet une logique binaire, là où la complexité et l'incertitude en interne, dans l'établissement, dans l'organisation, règnent.
Donc, dans ces cas-là, il faut aller droit au but, c'est-à-dire s'en tenir aux faits. Quel événement s'est produit? Qu'est-ce qui a été mis en place pour le gérer? Quels sont les effets? Quelles sont les causes possibles? Alors, reconnaître l'événement, hein, donc ça c'est aussi possible. Ce n'est pas endosser la responsabilité, c'est un point très important. L'établissement peut en effet élargir le cercle des responsabilités, déplacer le débat vers un élément plus positif. S'il est décidé, à l'inverse, de rejeter l'accusation, il faut vraiment être au-dessus de tout soupçon. Je vous renvoie simplement à l'affaire du masque, hein, sinon, en effet, dans ce cas-là, les messages émis ultérieurement sont tout simplement mis en doute. Je vous déconseille bien évidemment de renoncer à communiquer. Je vois encore nombre d'établissements qui sont sur cette posture-là, car plus la parole de l'établissement sera faible, j'allais dire que plus celle d'autres interlocuteurs sera importante. Hein, donc ça peut être les médias qui prennent le dessus, ça peut être des syndicats par exemple, ou ça peut être l'avocat d'un patient, hein, par exemple. Alors la fiabilité de l'information, hein, sa maîtrise sont véritablement les clés de voûte d'une gestion de crise en communication, et il est important de répéter son message principal lors de chaque prise de parole. Voilà. Et enfin, le public ne se satisfait pas de communication pure, il exige des actes, et la réassurance ne se déclare pas, elle se démontre. Enfin, on arrive à une sortie de crise, c'est une étape très souvent négligée, hein, parce qu'on a évidemment hâte de tourner la page. Progressivement, et c'est ce que l'on constate aujourd'hui, hein, la médiatisation se réduit, mais les effets sociaux, les effets matériels, hein, peuvent rester perceptibles. C'est la mémoire d'Internet, hein, c'est des longues procédures juridiques éventuellement qui peuvent réapparaître. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la crise, un retour à la normale ne peut s'effectuer que collectivement, hein, et la crise, bien évidemment, sert à serrer les rangs. Donc enfin, il faut fermer la crise, une bonne fois pour toutes, remercier les personnes, hein, qui ont aidé à sa résolution, pour pouvoir en effet réouvrir un dialogue vers des nouveaux objectifs. Dans tous les cas, je pense qu'on peut conclure que la crise révèle un besoin de changement. Merci. Donc voilà le propos que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Je pense que je suis dans les temps. Et donc, je vous propose, si vous le souhaitez, voilà, de se livrer à ce jeu de questions-réponses, si vous souhaitez que je revienne sur un point particulier ou que je développe un de ces éléments. Si personne n'ose s'y lancer, je vais le faire. Bonjour Véronique, merci de tous ces éclairages, Olivier Thomas. J'ai déjà eu par ailleurs des situations de crise comme ça à gérer, mais dans une organisation traditionnelle, on n'est pas formé, on n'est pas organisé, on ne sait pas faire tout ce que tu évoques là. Donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser aux gens qui sont en ligne à partir d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as donné un peu la checklist de ce qu'il fallait mettre en œuvre pour demain, et de toute façon, des crises comme ça, on sait tous qu'il va y en avoir d'autres. Quels conseils on peut donner concrètement à quelqu'un qui se dit, bon, ok, là, sur celle qui vient de passer, j'étais pas prêt, il y a de fortes probabilités qu'il y en ait d'autres. Quelle peut être ma checklist, mes 5 points majeurs dans l'ordre que je peux structurer dans les 6 mois qui viennent pour assurer demain? Première question. Et deuxième, comme ça, je ne reprends pas la parole. Et à qui on peut faire appel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là, je ne sais pas faire. Qui peut m'aider? Bien sûr. Alors, bon, nous, à BVM, on organise des sessions en effet, de gestion de crise en question, hein. Alors, il peut y avoir une checklist très simple, hein. C'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie en anticipation, hein. C'est-à-dire que la meilleure gestion de crise, c'est celle qu'on aura le plus pu anticiper, c'est-à-dire que l'organisation, l'entreprise se sera dotée d'un certain nombre d'outils, hein, donc cartographier les risques. Alors ça, c'est fait dans les établissements, mais au niveau de l'activité, hein, de soins, ce n'est pas fait en termes de risques justement liés à la communication, hein. Donc cette cartographie doit être faite. Bien évidemment, cartographier ses parties prenantes. Alors pour les établissements qui sont engagés dans une démarche de développement durable, cette notion de partie prenante, elle est évidente et elle est très aidante en gestion de crise parce qu'on peut s'appuyer sur ces parties prenantes quand en effet la parole de la direction, par exemple, n'est plus du tout audible. Donc d'autres partenaires, on va dire, peuvent s'exprimer.
et délivrer des messages. Donc, ça, c'est fortement utile. Bien évidemment, entretenir des relations en routine, si j'ose dire, avec la presse. Donc, d'avoir des sujets de communication pour envoyer des communiqués de presse, avoir des journalistes au téléphone, avoir peut-être invité des journalistes dans l'établissement, ce qui fait que cette relation de confiance se sera instaurée et que, j'allais dire, que les individus se connaîtront. Donc, c'est ensuite beaucoup plus facile pour avoir une parole forte et légitime et d'avoir créé dans un climat de confiance. Voilà. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, j'allais dire que c'est un entraînement qui est particulier. C'est une gestion évidemment nécessaire aujourd'hui, hein, puisque les réseaux sociaux sont des lieux d'information, alors d'échange, hein, de création de communautés bien évidemment, mais d'information. Donc les réseaux sociaux sont à traiter aujourd'hui comme les médias traditionnels, qui d'ailleurs ont tous quasiment aujourd'hui aussi une partie digitale. Donc ensuite, il y a une checklist très simple hein, qui tient en quelques points. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est ce que je listais tout à l'heure. Hein, donc ça, c'est quelque chose que je peux faire suivre ensuite. Hein, évidemment, création d'une cellule de crise. Toutes les personnes doivent être décisionnaires. Hein, donc il n'y a pas de personnes passives en cellule de crise. Elles sont toutes actives et décisionnaires. Collecter les faits, etc. Donc je ne reviens pas sur ces points-là. Une fois qu'on a ça, il manque bien évidemment un peu de pratique. Donc, d'où l'intérêt d'être sur des formats de demi-journée ou de journée, mais sur une demi-journée, ça fonctionne très bien aussi, pour pouvoir vraiment faire des ateliers. Hein. C'est-à-dire que concrètement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un micro, on a défini un certain nombre de situations de crise, enfin, d'événements probable hein, dans un établissement. Donc voilà, et il y a un jeu de questions-réponses, d'interviews à chaud avec les participants à cette session. Et on se rend compte très vite la difficulté de l'exercice. Hein. Parce que, bien évidemment, on est déstabilisé. Comme je disais, le temps s'accélère, tout va très vite. On nous demande des réponses binaires alors qu'on est totalement dans le flou. Hein, on l'a vu sur le Covid, hein, on est dans le flou et pourtant les gens veulent savoir. Ça doit être noir ou blanc, ça ne peut pas être orangé, clair ou foncé, etc. Et donc ces exercices pratiques sont, de mon expérience, extrêmement utiles. Alors non, ce ne serait pas une question, c'est Raphaël Chameroy. Oui, Moi, en bonjour. fait, je pense que ce qui serait aussi possible de faire, c'est, vous parliez tout à l'heure de stratégie de communication à l'extérieur des réseaux sociaux, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les réseaux internes, parce qu'il se trouve que je suis membre du CSE de mon entreprise, et je pense qu'associer les partenaires sociaux à la communication de la direction, ça peut être quelque chose de très intéressant, surtout en temps de crise. Hein, on a beaucoup tendance à dire effectivement que les syndicats sont souvent dans un rapport d'opposition avec leur direction, mais je pense que quand il y a un travail qui peut être fait en commun, il peut y avoir aussi une communication commune qui peut être faite et que, pour une fois, ça peut être l'occasion de travailler ensemble et que si les syndicats et l'entreprise et la direction arrivent à faire une communication commune, je pense que c'est un signal fort pour les employés et a fortiori pour tout ce qui pourrait se trouver sur les réseaux sociaux par la suite, parce que la plupart du temps, ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, ça vient des employés quand même. Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. J'ai un chiffre en tête, 20% des crises qui déboulent, j'allais dire, sur les réseaux sociaux sont le fruit des salariés, enfin, sont produits par les salariés. Donc, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, c'est évident que les partenaires syndicaux font partie des parties prenantes j'allais dire, du premier cercle. Donc, je rejoins tout à fait votre position. Ils doivent être intégrés, bien évidemment, dans tout le travail d'anticipation hein, qui doit être fait sur la communication comme sur le management de l'entreprise, bien évidemment. Oui, moi j'aurais une question. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Ouais. Moi je suis une collègue de Véronique, mais je n'ai pas une question, pas une question piège, mais une question intéressante qui pourrait intéresser l'ensemble. Comment faire pour rétablir une vérité alors que des informations mensongères et nuisibles pour l'établissement ont été diffusées et que les détracteurs donc justement se déchaînent sur la toile? Quelle serait la meilleure méthode pour justement rétablir cette vérité qui est très difficile pour les établissements de santé quand les informations sont clarifiées? Comment faire pour se défendre?
Alors, merci Rachel, parce que c'est une des questions les plus difficiles pour les Oui, c'est répondre. pour ça que je te la pose. Merci. Alors, il n'y a pas du tout de solution magique. Personne n'a de baguette magique, ça se saurait, hein, c'est-à-dire qu'on on résoudrait les crises de façon très très rapide hein, quand on s'appelle une grande marque mondiale. Donc ça n'existe pas. Donc c'est vraiment du cas par cas. Comme je le soulignais tout à l'heure, il est évident qu'à partir du moment où une vidéo, une photo, où massivement des informations sont publiées, c'est cette réalité qui prévaut d'emblée sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est extrêmement difficile de reprendre la parole pour l'organisation et de dire, mais non, 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 c'est pas ça du tout. Voilà la réalité. Donc, on n'est plus en capacité du tout d'arriver avec la réalité, mais on doit s'adapter à la réalité qui est publiée sur les réseaux sociaux. Donc, quand elle est proche de la vraie réalité, tant mieux. La difficulté en gestion de crise, c'est que justement, elle est très éloignée de ce qui s'est réellement passé. Et donc, moi, je le dis souvent, il ne suffit pas d'avoir raison. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, on sait que l'organisation elle a raison, cette réalité où des mensonges sont publiés. Mais pour autant, voilà, la parole de la direction n'est plus crédible. Donc, j'allais dire que pour faire face à cette situation-là, hein, qui arrive très, très souvent sur les réseaux sociaux, bien évidemment, dans le secteur de la santé et dans le secteur économique, c'est-à-dire qu'il voilà, il faut s'appuyer sur ces parties prenantes, en effet, qui peuvent aussi avoir un propos qui, lui, reste crédible, encore, si j'ose dire, pour pouvoir venir aider l'entreprise hein, à informer sur les réseaux sociaux. Et puis, les réseaux sociaux, c'est une chose, hein, mais bien évidemment, il est aussi possible quand même de rétablir ou d'informer de façon correcte les journalistes, pour autant qu'eux aussi fassent leur travail de façon honnête. Donc, il n'y a pas une seule réponse et j'allais dire que on ne sort jamais indemne d'une crise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la notoriété, l'image de l'entreprise, au final, est toujours entachée. Donc voilà, c'est une demi-réponse, hein, c'est-à-dire que là, en effet, ce serait fortement utile dans une session sur une demi-journée, voilà, de vraiment s'atteler à des cas concrets, à des situations concrètes et se dire, voilà, là, concrètement, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je peux dire, comment est-ce que je peux contrebalancer ces fake news d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. Ok, je pense qu'on est à moins qu'une dernière question arrive. Je pense qu'on est dans les temps. Thomas m'a demandé de vous rappeler que le prochain webinaire se tiendra donc le 5 juin. Le sujet est sur le BGS, hein, sur la méthodologie de collecte des données. Et je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui vous a été envoyé ou que vous trouvez directement sur cette page, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec moi et j'espère avoir été claire, en tout cas vous avoir donné envie de vous intéresser, de vous préparer à une gestion de crise en communication. Merci beaucoup. Merci. Merci.